Bonjour les confinés. Eh bien, comme promis, nous allons revenir sur le poème de Verlaine, Mon rêve familier, qu'on avait commencé en cours. Je vous avais demandé de faire une intro et la deuxième partie du plan. Voilà, donc ce pauvre Verlaine, ce cher vieux Verlaine, ce pauvre Verlaine qui était alcoolique, qui battait sa femme, qui battait sa mère, qui a eu une relation homosexuelle avec Rimbaud. Donc un personnage évidemment peu recommandable, et c'est pour ça que nous devons l'étudier. En cette période morose, il faut bien s'amuser. Alors, donc je vais corriger tout de suite l'intro du commentaire. Voilà, donc là je la lis, je vous fais une vraie intro. Voilà, donc le sonnet, donc c'est la phrase d'accroche, hein, d'accord? Le sonnet est une forme poétique héritée de la Renaissance, que les poètes ont souvent fait servir à leurs épanchements lyriques et amoureux. Voilà, donc ça c'est pour la phrase d'accroche. C'est le cas de Verlaine, donc là on commence à resserrer un petit peu l'étude. C'est le cas de Verlaine qui reprend en 1866 cette forme ancienne pour y confier avec pudeur et mystère son souhait de rencontrer l'âme sœur qui lui manque et qui, seule, pourrait apporter un remède à la nostalgie maladive qui le hante. C'est ainsi que nous nous demanderons, voici la problématique qu'on avait déjà élaborée en classe, c'est ainsi que nous nous demanderons en quoi le rêve obsédant d'une compagne idéale, inconnue, met-il en évidence la solitude douloureuse du poète. Présentation du plan. Nous présenterons d'abord le portrait mystérieux de cette femme, puis nous verrons en quoi ce sonnet est un poème élégiaque qui révèle un mal-être profond. Voilà. Alors, on passe à l'étude du texte lui-même. En fait, on va faire une étude complète, comme ça pourra aussi servir peut-être aux premières, ou à vous plus tard, ou à quelqu'un, je ne sais pas, on ne sait jamais. Voilà, donc, dans un grand 1, le rêve d'une femme idéale. Donc, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que il s'agit d'un poème confession. Hein, il se confie au lecteur d'une manière très, très intimiste et très, très sincère. Et donc, il confie qu'il fait souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue, etc., etc. Donc, dans un petit A, il décrit les qualités de cette femme idéale. Donc, dans un premier argument, hein, je vous rappelle les qualités d'une femme idéale, ça c'est l'idée directrice, ou l'idée clé. Donc, il nous faut 2 ou 3 arguments par idée clé, c'est-à-dire par sous-partie. En argument 1, on peut parler donc des qualités. Alors, le problème de la description physique, en fait, elle est très vague. Ben, voilà. Le problème de la description physique, c'est que finalement, il n'y en a pas, ou quasiment pas. C'est pas du tout précis, hein, et puisqu'il nous dit qu'il ne sait pas si elle est brune, blonde ou rousse, ovaire neuf, je l'ignore. Donc en fait, on ne sait quasiment rien de son apparence. Et ça, c'est assez original, justement, par rapport à la plupart des poètes qui parlent d'une femme aimée, qui vont décrire ses cheveux, ses yeux, son corps, ses vêtements, sa démarche, etc. Ici, lui, il ne sait pas. Ça, c'est très original. On ne sait même pas si elle est belle. Finalement, c'est secondaire. C'est pas très important. Le plus important, c'est sa présence. Voilà, c'est sa présence et la sensation qu'elle procure, une sensation d'amour. Voilà, elle lui fait vibrer le cœur et elle lui réchauffe le cœur surtout. Et puis le plus important, finalement, c'est cette réciprocité qu'il met en avant, réciprocité de l'amour, d'elle vers d'eux, d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime avec cette insistance hein, sur le verbe aimer, et qui revient d'ailleurs au vers 4, et m'aime et me comprend. Voilà, donc ça c'est très important.
le verbe aimer 3 fois, le verbe comprendre 2 fois, renforcé donc par ce procédé de répétition qui permet vraiment hein, de mettre ça en avant. Alors, en argument 2, non seulement elle l'aime, mais en plus elle est unique. Voilà, c'est la seule qui le comprend, et ça aussi, on le voit avec une répétition au vers 6 et 8. Regardez, pour elle seule, hélas, avec cette exclamation hein, de dépit, puisqu'il sait bien qu'elle n'existe pas. Elle n'est pas là autour de lui, près de lui, donc il déplore finalement que ce soit la seule qui puisse le comprendre, puisqu'elle est absente. Pour elle seule, hélas, mon cœur cesse d'être un problème. Pour elle seule, avec cette répétition, cette anaphore hein, de la formule, pour elle seule, et encore une fois, une troisième fois au vers 8, elle seule. Voilà, elle seule, donc est capable de le réconforter, hein, de rafraîchir les moiteurs de son front blême, en pleurant. Bon, c'est pas très gai tout ça, mais bon, ça, elle a le mérite de le réconforter en pleurant elle-même. On voit quand même l'ambiance un petit peu tristounette, on en reparlera dans la deuxième partie. Bien, en argument 3, la caractéristique de cette femme, c'est la douceur et le calme. Ce n'est pas du tout une femme fatale, une femme flamboyante, comme on peut en trouver chez Baudelaire par exemple. Hein. Non, c'est une femme douce. Son nom lui-même d'ailleurs est doux et sonore, comme il le dit. Je ne sais plus où il dit ça. Oui, voilà, c'est au vers 10. Son nom, interrogation. Donc, il répond lui-même à cette interrogation. Je me souviens qu'il est doux et sonore. On ne connaît pas non plus son nom. Ça reste assez mystérieux. Mais il nous indique quand même un tempérament, un caractère, une douceur. D'autre part, doux et sonore. Alors, on a l'adjectif sonore. Ça, c'est très important pour Verlaine, puisque pour lui, comme il le dit dans un autre poème, de la musique avant toute chose. Voilà, pour lui, la poésie, c'est de la musique avant toute chose. Or, l'amour, finalement, eh bien aussi, c'est de la musique avant toute chose, quelque part. Donc son nom est mélodieux, on a une impression d'harmonie qui lui manque cruellement, hein, c'est cette harmonie-là qu'il cherche à travers cette femme idéale. Une impression de musicalité, hein, qui est très importante aussi, hein, donc pas seulement pour Verlaine, mais pour tous les symbolistes en général, le mouvement symboliste, hein, les symbolistes s'intéressaient énormément à cette musicalité de la poésie. Voilà. D'autre part, non seulement son nom est doux et sonore, mais en plus, il nous dit, et pour sa voix, voilà, deuxième chose importante, sa voix, au vers 13, lointaine et calme et grave, avec ce rythme ternaire, hein, qui prolonge, qui allonge cette description, qui lui donne justement un côté profond, comme il le dit, hein, lointain, et avec une voix grave. Alors une voix grave, c'est une voix calme, justement, une voix rassurante, une voix peut-être un peu plus maternelle finalement qu'enfantine. L'inflexion des voix chères qui se sont tues. Voilà, donc on a cette musicalité grave, cette voix sur laquelle qui peut inspirer finalement une espèce de réconfort. Donc, comme on le voit, hein, et comme on l'a dit, la description physique passe complètement au second plan, et finalement on a plus une description sur le plan de la sonorité du personnage, enfin, sonorité associée, de la musique associée à ce personnage,
et à la dimension morale, au réconfort moral qu'elle lui apporte. Bien, en petit b, on a ce qui apparaît clairement, c'est la vision onirique de cette femme. Onirique, ça veut dire qui appartient au rêve, de la dimension du rêve. Dès le vers 1, ce rêve étrange. Voilà. Donc en argument 1, on va voir en quoi on a l'univers du rêve. Comment apparaît l'univers du rêve? Eh bien, d'abord parce que tout est flou et vague. L'apparence est imprécise, comme on l'a dit au vers 9. Est-elle brune ou blonde? Je l'ignore. Au vers 3 et 4, elle est différente selon les rêves. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ni tout à fait une autre, ni tout à fait la même. Elle change à chaque fois. Donc, une espèce de confusion un peu mystérieuse, presque fantomatique, presque inquiétante. Peut-être qu'il faudra qu'on en parle d'ailleurs à la fin. Enfin, je vous le dis tout de suite, mais ce côté fantomatique, on le voit à la fin, là, au vers 14. L'inflexion des voix chères qui se sont tues. Bizarre. Est-ce qu'elle serait morte? Est-ce que c'est un fantôme? Il y a quelque chose d'un petit peu inquiétant quand même. Et puis son nom aussi est imprécis, comme on l'a dit tout à l'heure, au vers 10. Je me souviens qu'il est doux et sonore, mais on ne sait pas quel est son nom. Par ailleurs, son regard n'est pas humain. Ça aussi, ça la rend un peu bizarre. C'est celui des statues, au vers 12. Son regard est pareil au regard des statues. Bon, étrange. Ça lui donne un côté éternel et hors du temps. Deuxième argument, on a tout un champ lexical de l'ignorance. Femme inconnue, au vers 2. Je l'ignore, au vers 9. Et puis des négations, ni et ni, au vers 3. Ni tout à fait une autre, ni tout à fait, au vers 3-4, pardon. Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Donc finalement, voilà, ce champ lexical de l'ignorance crée aussi un brouillard, un mystère. Donc ce rêve n'est pas le souvenir d'une femme réelle. Ça semble évident. Mais plutôt la cristallisation d'un idéal, d'une espérance encore vague. En troisième argument, on a évidemment la présence du mystère. Là, il faut vraiment en parler. Alors, c'est la conséquence de toutes ces imprécisions, une confusion presque merveilleuse entre le rêve, la réalité, l'imagination. Voilà, cette femme est une... On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas ce qu'elle est. Réel, rêvé, imaginaire, mythique, légendaire, surnaturel, on ne sait pas. D'ailleurs, la qualification de son rêve, l'adjectif, l'épithète qu'il utilise pour qualifier le rêve, c'est étrange. Premier, étrange. D'autre part, on peut aussi parler de nouveau de ce regard de statue, qui la rend vraiment étrange, un peu surnaturelle. Et puis cette voix lointaine, dont on parlait tout à l'heure, hors de l'espace-temps, un peu, comme si elle n'était pas de notre monde. Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, pas de notre monde, ça veut dire peut-être justement qu'elle appartient à l'au-delà, si on en croit ce qu'il dit au vers 11, les aimés que la vie exila, et l'inflexion des voix chères qui se sont tues au vers 14. Est-ce une femme décédée finalement? Est-ce que c'est une apparition? Il y a quelque chose de presque fantastique finalement. D'autant plus qu'il y a ce que j'ai dit, en fait, là je l'ai dit un peu de manière très spontanée, mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en fait, il y a un champ lexical de la mort. Voilà. Champ lexical de la mort, la vie exila, les voix chères se sont tues, les voix graves. On pourrait dire, il n'y a pas le mot mort, bien sûr, mais il y a quand même des choses qui sont très proches. Même statue, on pourrait mettre dedans. Bien, donc en petite conclusion partielle, ce qu'on pourrait dire, pour terminer ce grand 1, c'est qu'on a une imprécision assez paradoxale, qui est à la fois réconfortante, ce qui nous dit que c'est ce qui lui apporte du réconfort, etc., mais en même temps un peu inquiétante et triste. Voilà. Et il y a presque ce paradoxe que Verlaine semble
presque réconforté par la tristesse de cette femme, qui finalement serait une sorte de miroir de sa propre tristesse. Alors, en grand 2, si vous avez encore le courage de regarder la vidéo, parce que cette fois-ci on va la faire en d'une seule traite, ce sera plus simple, on va dire que ce poème est un poème élégiaque, ce sonnet est un poème élégiaque, donc qui exprime le mal-être du poète. Alors, rappelez-vous, élégie, hein, une élégie au départ, c'est un poème triste, un poème lyrique triste. Voilà, donc élégiaque, forcément, voilà, c'est le registre lyrique triste. Petit a, donc on va parler tout simplement du mal-être du poète. En premier argument, la femme rêvée est seule à le comprendre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est incompris, qu'il souffre de solitude. Hein, on le voit bien, elle me comprend, mais il y a qu'elle qui la comprend, qui le comprend. Pour elle seule, mon cœur cesse d'être un problème. On voit bien au vers 6. C'est ici en fait la thématique du poète maudit. Thématique dont on n'a pas parlé ensemble, mais c'est l'occasion de l'aborder. Ce poète maudit commence avec Baudelaire, et puis on le retrouve justement avec tous ces poètes symbolistes, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Corbière, Laforgue, tous ces gens-là. Ils ont l'impression d'être mal compris, d'être incompris, d'être rejetés de leur société, de cette société du 19e siècle, un peu bourgeoise, bien pensante, qui les rejette donc dans leur solitude et leur différence. Donc c'est un petit peu ça qu'on retrouve ici quand il dit qu'il se sent incompris. Alors d'autre part, on a des procédés qui montrent justement ce malaise. Alors quels sont ces procédés qui montrent le malaise? Des exclamations, des interjections et surtout la déploration, donc hélas, presque au centre du poème, au vers 6, pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Voilà, c'est surtout ça hein, qui compte. J'ai dit qu'il y en avait plusieurs, mais en fait, il n'y a qu'une seule exclamation. Bon, il y a des interrogations, mais le plus important, c'est ça. Et puis, évidemment, la répétition désespérée de l'adjectif seul. On l'a déjà dit, mais là, c'est le moment d'en parler vraiment. En argument 2, on voit un malaise physique qui reflète le malaise intérieur. Alors, on le voit dans le deuxième quatrain, il a des moiteurs, il nous parle de moiteurs au vers 7, les moiteurs de mon front blême. Donc, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une fièvre? Est-ce que c'est dû à de l'angoisse? On sait que Verlaine avait une constitution fragile, qu'il était alcoolique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'était pas en très bonne santé, donc voilà, ça ressort, cette mauvaise santé est souvent due voilà, à un sentiment d'être étranger au monde, et ici il apparaît comme un enfant malade. Voilà, un enfant malade dont cette femme pourrait enfin s'occuper. Il y a un côté très, très, très infantile hein, ici chez Verlaine, dans ce rêve d'être réconforté et guéri par une femme maman finalement. En argument 3, on peut dire que la femme aimée partage la souffrance du poète, on en a parlé tout à l'heure. Elle pleure aussi, hein, donc, puisqu'il nous dit elle le rafraîchit en pleurant. Donc il y a cette compassion maternelle qui apparaît clairement, la tristesse partagée. Voilà, ce qui veut bien dire hein, que lui-même souffre et qu'il a envie finalement qu'on soit compatissant envers lui et qu'on souffre avec lui.
En petit b, on va parler d'une femme inaccessible. Voilà. Pourquoi ce poème est élégiaque? Pourquoi est-ce que Verlaine se sent mal? Eh bien parce que aussi cette femme idéale est inaccessible. Donc en argument 1, la dimension inaccessible est exprimée évidemment par le flou de son identité, l'irréalité de cette femme. Il ne peut pas la rencontrer vraiment, hein. Ça semble évident, il faut le dire. Alors, on a déjà dit tout ça, mais là, à l'intérieur de ce grand 2, c'est le moment d'en reparler d'une autre façon. En argument 2, il y a une allusion à l'éloignement, justement, hein. Cette souffrance, il a l'impression qu'il est éloigné de l'être qu'il aime. Lorsqu'il dit au vers 11, comme ceux des aimés que la vie exila, avec cette voix, ce nom plutôt, hein, ce nom qui devient encore plus important finalement, et qui prend une valeur presque tragique, puisque il semble appartenir à un être que la vie a exilé. D'autre part, il parle aussi des voix lointaines, la voix lointaine, avec cette impression de séparation qui est associée à cet éloignement. Et puis, on pourrait peut-être parler aussi du V majuscule de vie au vers 11, qui est très intéressant. Pourquoi ce V majuscule? Eh bien, peut-être parce que finalement, cette femme a été exilée par la vie elle-même. Cette femme a été exilée par la vie, ce qui veut dire qu'elle est peut-être tout simplement morte. Donc, ce qui est encore plus tragique. Et en argument 3, donc, justement, on fait la liaison avec cette allusion à la mort. Argument 3, donc il y a une allusion à la mort. Les voix chères qui se sont tues, alors on avait déjà parlé avant, mais là c'est pareil, on en reparle pour prouver, pour donner les sources de cette tristesse. On a une impression de deuil, on a l'impression finalement que Verlaine est en deuil. C'est ce paradoxe, hein, d'un deuil consolateur, avec l'image de la statue peut-être d'un être aimé, au regard vide, donc le contraire d'un être vivant, avec la voix grave, d'outre-tombe, un peu inquiétante, comme une revenante. Donc c'est le rêve d'une femme spectrale. Voilà. Donc, en conclusion, allez, je vous fais une conclusion. J'ai plus rien d'autre là? Non. Voilà. En conclusion, ce qu'on pourrait dire. Et après, on passe à un autre poème. Mais ça, je vous le dirai sur Atrium. En conclusion, on peut dire qu'on a un poème qui fait sur le ton de la confidence le portrait onirique et délicat d'une femme idéale, mais inaccessible. L'inspiration est plutôt romantique. Pourtant, Verlaine y apporte une touche très personnelle, à travers un lyrisme en demi-teinte, qui le rapproche de l'esthétique symboliste, dont le principe est de suggérer plus qu'on ne dit. Donc ça, c'était pour la synthèse. En ouverture, ce qu'on pourrait dire, nous pourrions ajouter que le lyrisme confidentiel et douloureux de Verlaine a peu de choses en commun avec l'invitation à l'amour du poème de Ronsard. Rappelez-vous qu'on avait étudié le poème de Ronsard, Mignonne, allons voir. Bon, une invitation à l'amour assez joueuse et presque conquérante, hein, ou bien l'invitation à l'amour aussi de Victor Hugo dans Elle était déchaussée, le poème qu'on avait étudié juste avant, où là aussi, hein, finalement les choses sont joyeuses, surnaturelles aussi, mystérieuses, mais pas du tout tristes, ni inquiètes, ni fantomatiques, hein, comme on l'a vu avec Verlaine. Mais justement, c'est en ceci que Verlaine affirme son originalité. Voilà, on s'arrête là pour le poème de Verlaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous envoie sur Atrium les devoirs. Je vais y réfléchir.
Je vais voir si on travaille sur les... Le plus simple, ce serait de travailler sur les textes que vous avez déjà. Mais je vous envoie ça sur Atrium. Allez, à bientôt. Bon courage, amusez-vous bien. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.